bonsoir. Merci d'avoir choisi Télé Djibouti pour vous informer. Et vous avez raison, les titres du journal. Les opérations du Fonds Secours et de soutien pour les TPME ont été lancées ce jeudi par le président de la République. Vous l'entendrez dans le journal. Et à l'étranger, un an que la flamme attendait, au Japon, le relais de la flamme olympique a enfin débuté. Mais avant de développer ces nouvelles, nous entamons cette édition par ce message de condoléances du président de la République à son homologue des Émirats arabes unis. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé ce jeudi un message de condoléances à son homologue des Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, suite au décès survenu du Cheikh Hamdan Ben Rachid Al Maktoum, le ministre donc, des Finances de ce pays et également vice-président de l'Émirat de Dubaï. Dans son message, le chef de l'État a exprimé sa solidarité au Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan et formé le vœu que sa sympathie soit étendue à l'ensemble du peuple frère des Émirats arabes unis. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur solidarité avec la nation sœur des Émirats arabes unis dans l'épreuve difficile de la disparition d'un des fils les plus illustres du pays, a écrit le président de la République tout à l'heure. Avec le décès du Cheikh Hamdan Ben Rachid Al Maktoum, la nation sœur émirati perd un de ses dirigeants les plus expérimentés, les plus outillés à la gestion des dossiers, à la conception de programmes ambitieux de développement. C'est ce qu'a noté le chef de l'État. Puisse Dieu l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vous le disais en titre, la place Rimbaud prend une autre allure, c'est le cœur de la capitale qui prend un autre visage. Le centre commercial Hamoudi a été inauguré tôt ce matin. Le chef de l'exécutif, Ismaël Omar Guelleh, a procédé à dévoiler la plaque du nouveau centre commercial Hamoudi. À son arrivée, le numéro 1 djiboutien a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre de la Culture et des Biens Warf, Momin Hassan Barre. Une fois le ruban coupé, le président de la République a effectué une visite guidée du centre commercial. garasha ugu jeexa gela wada muujiyo hadiya jeer wadae inaad waajibka gudatay bay cidiji kaarayne jaranjarooyin adag iyo intaad jiira soo dhaaftay eed meela qayrka ku jabay adigu soo jiidhay way runta lagama jeeste intaa jariya buur fanatay ee aad jabuuti awadeed jirab kasta u mudatay way qof jiraysan mooye shacbigu jeel hooru qiray. Constitué d'un total de 6 bâtiments qui s'étend sur une surface de 10 000 mètres carrés. Ce complexe, qui est le centre commercial Hamoudi, est construit sur le lieu qui abritait autrefois le marché principal de Djibouti en plein centre-ville, avec une architecture singulière faisant écho au paysage. Ce centre commercial est un espace au volume généreux qui crée la surprise en l'intégrant avec simplicité et fraîcheur. Construit avec un montant de 8 millions de dollars, sa réalisation relève d'un partenariat public-privé associant l'État djiboutien et une importante société d'investissement yéménite répondant au nom de Dibra. Le ministère des Biens Warf, dont notamment le ministre Momin Hassan Barre, est le représentant de Djibouti dans ce partenariat. Il fera office de haut lieu de courses et d'achat de produits les plus variés, tels que les bijoux, les vêtements,
les objets de décoration, les produits électroménagers, de la balade, mais aussi bien évidemment du shopping dans plus de 80 magasins dans plusieurs domaines tels que les vêtements, décoration, ameublement, salle d'escalade. Il y en a pour tout le monde. En tout, une offre plurielle pour du shopping promenade qui a de quoi satisfaire les amoureux du commerce facile et plaisant. Il convient de rappeler que c'est un véritable lieu de vie intégré à la ville et complémentaire au centre-ville historique qu'est la place Rimbaud. Cet édifice est partie prenante du projet urbain de modernisation et d'extension du cœur d'agglomération qui favorise le développement et la redynamisation sur les plans socio-économiques et touristiques. mashaariicda kala jaadka ah qodobka laga jaraayo jihaad baad ku keento raxmaan kuguma hoojiye. Le président du conseil d'administration de la société Al-Taïba, qui est également le propriétaire de l'établissement Abou Ahmed, Abdelrahman Ahmed Taha, a exprimé ses remerciements et sa gratitude au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour le parrainage de la cérémonie d'inauguration du centre commercial. Il a souligné l'importance de cet édifice commercial qui reflète le succès du partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Abdelrahman Ahmed Taha a rappelé que ce centre comprend environ 80 locaux commerciaux divers au rez-de-chaussée, en plus des salles d'exposition et des bureaux commerciaux au premier étage, ainsi que des services complémentaires tels que des restaurants et cafés au deuxième étage. Une fois fini sa visite, le président de la République a cette fois-ci, avec la maire de la capitale, procédé à la pose de la première pierre de la future gare routière, place Mahmoud Harbi. Objectif, désenclaver les transports urbains, mais aussi servira à désengorger le centre-ville, les marchés où le moindre espace public vide est exploité pour servir de gare. En effet, ce projet s'inscrit dans le cadre de la promotion d'un développement harmonieux de la ville de Djibouti afin de rendre nos villes belles et agréables. La réalisation de cette infrastructure va directement contribuer à la dynamisation des services de transport. wadanigan dulqaadiyo deeqsinima ku caane loo daayo waa kee daljir waa ismaaciil daljir waa ismaaciil daljir waa ismaaciil ummadda daryeeshiyo ismaaciil daayartii waxbaratiyo ismaaciil dadku waxay yidhaahdeen ismaaciil dusha waxaan ku sidanaa dusha waxaan ku sidanaa ducaysana ismaaciil helalaylay dusha waxaan ku sidanaa dusha waxaan ku sidanaa ducaysana ismaaciil ummadda daryeeshiyo ismaaciil daayartii waxbaratiyo ismaaciil dadku waxay yidhaahdeen ismaaciil dusha waxaan ku sidanaa dusha waxaan ku sidanaa ducaysana ismaaciil helalaylay dusha waxaan ku sidanaa dusha waxaan ku sidanaa ducaysana ismaaciil. Autre événement, donc c'est l'événement le plus important de cette journée, cette fois-ci au Palais du Peuple, où le chef de l'État a lancé les opérations de soutien aux micro-entreprises connues dans leur acronyme les TPME, venir en aide aux micro-entreprises et petites entreprises du secteur de l'économie informelle, durement frappées par la crise de la pandémie du Covid-19. En effet, le gouvernement a mis en place le fonds de secours afin d'injecter de trésorerie ciblée et unique pour soutenir les TPME formelles et informelles infectées donc par cette crise sanitaire. Montrant un attachement si cher aux jeunes, le président de la République est arrivé au Palais du Peuple afin de prendre part à cet événement. Il a été accueilli par un standing ovation, par une salle à son comble et au respect des mesures de distanciation. Cette journée a débuté avec des chants, mais aussi une présentation du conseiller principal du ministre de l'économie, Ibrahim Hamadou, portant du fonds de secours les critères d'éligibilité et sa procédure pour une candidature et une présentation sur le plan national solidaire. En effet, il s'agit d'une subvention distribuée aux potentiels bénéficiaires qui sont 400 bénéficiaires issus de tous les secteurs informels, passant par la vendeuse de beignets
de thé, conducteurs de tricycle, connus sous l'appellation des Vejaj, petits restaurateurs et les entrepreneurs inscrits au CPEC, autres du monde du micro-entreprise. 66 travailleurs indépendants ou entrepreneurs qui bénéficient de cette subvention, cela étant la première opération d'un montant total de 100 millions. Il convient de rappeler que c'est sous l'impulsion du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, qui dans sa politique n'a laissé aucun jeune de côté et les intégrer dans le tissu économique national afin de faire des jeunes un vecteur de croissance. La crise du Covid-19 et ses répercussions économiques ont laissé un spectre sur les micro et petites entreprises du secteur informel. Lors de cette cérémonie, des jeunes entrepreneurs ont pris la parole pour raconter leur vécu, expérience et leur début dans le monde de l'entrepreneuriat. Un véritable storytelling pour ces jeunes. Écoutons leurs histoires. Des années du dur labeur dans le Nord-Pas-de-Calais, en France, j'ai obtenu en septembre 2016 mon diplôme de Master 2 en logistique et transport. Et à mon retour au pays, cette même année, j'ai dû chômer pendant quelques mois. J'ai pensé que j'allais rebondir, retrouver du travail, sauf que cette période de chômage commence à s'éterniser, puisque cela fait 4 ans que je suis sans emploi. C'est à ce moment que j'ai compris que chercher un emploi n'est désormais plus l'unique perspective, loin de là. Excellence, Monsieur le Président, j'ai préféré créer mon propre emploi par les biais de l'entrepreneuriat. Et j'ai eu l'ingénieuse idée de faire valoir un bien si cher à mon terroir, le miel, en l'occurrence celui des Mabla, très apprécié par les consommateurs. Parallèlement, Monsieur le Président, j'ai dû saisir les opportunités qui offrait ma région, la région des Mabla, à savoir l'agriculture, l'élevage et l'écotourisme. Ainsi, après avoir été suivi, orienté et conseillé par un grand frère qui m'est si cher, son Excellence Ilyas Moussa Dawale, j'ai enfin décidé de lancer ma société dénommée Rise Up Corporation, spécialisée dans l'agro-industriel, et la société Mabla Tour Nomade qui promet de l'écotourisme à Mabla. Red Hoffman disait « Un entrepreneur est quelqu'un qui se jette d'une falaise, construit un avion sur le chemin de la descente. » Excellence, Monsieur le Président, l'entrepreneuriat est un long chemin, semé d'obstacles. Au début, nous sommes souvent à la recherche de financement et surtout d'accompagnement qui permettent de survenir aux frais de départ, comme l'achat de matériel, la location des lieux, les frais marketing, et j'en passe. Croyez, Excellence, nous serons à la hauteur et montrerons le chemin aux compatriotes de ma génération. Et en cet lieu et en cet instant, Monsieur le Président, nous vous promettons, nous jeunes entrepreneurs, fidélité et persévérance, courage et témérité pour relever à vos côtés, Monsieur le Président, les défis qui nous attendent en tant que nation, mais aussi en tant qu'humains, face aux épreuves et aux tumultés de la vie. Monsieur le Président, vous avez été à l'avant-garde en mettant en place la clé, les guichets uniques, les CPEC, et nous vous en sommes grés. Monsieur le Président, nul ne doute de votre confiance en la jeunesse. À nous de faire autant et davantage encore pour vous réconforter et vous alléger cette lourde tâche qui est de confier notre destin. Bricocoeur n'est pas un magasin de cadeaux, Bricocoeur est un accompagnement émotionnel tout d'abord. Donc le concept est nouveau, on suit les gens dans leurs activités émotionnelles, dans leurs relations, et on veut que ce concept aille plus loin parce que ça rapproche les individus. On est venu ici pour parler de l'impact du Covid sur notre activité qu'on avait commencé depuis 2 ans. On peut dire qu'on avait déjà quelques challenges, mais le Covid est venu multiplier ceci par 10. Pourquoi cela?
parce qu'on ne pouvait pas vendre assez et on devait tout d'abord aussi payer nos petites charges qui nous incombaient. Laissez-moi vous dire qu'en tant que PME, on vit les mêmes charges que les grandes entreprises. Et ça nous étouffe parce qu'on ne peut pas décoller réellement. Mais j'ai un témoignage ici. Je pense que je suis la personne la plus adéquate. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions qui accompagnent les jeunes. Ils sont là, ils existent. Il y a beaucoup d'accompagnement en coaching et mentorat. Et je ne vais pas citer ici quiconque pour ne pas manquer une personne. Mais je pense que le seul problème, c'est juste un problème de communication. Beaucoup d'institutions font des choses, mais elles ne communiquent pas entre elles pour faire l'activité de façon à ce que ça serve les mêmes bénéficiaires. Mais d'autre part, c'est qu'ils ne communiquent pas sur les produits qui existent dans leurs entreprises, dans leurs institutions, désolé. Voilà donc pour ces témoignages de ces jeunes entrepreneurs. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Douale, a félicité ces jeunes donc, pour ne pas avoir relâché leurs efforts au prix d'un idéal, celui d'être entrepreneur indépendant, afin d'être des modèles de réussite pour promouvoir l'acte d'entreprendre plus largement et auprès de tous. Voici ses propos. Durant cette crise de 2020, vous avez pris très rapidement les mesures et les décisions nécessaires pour faire face à la crise sanitaire en imposant des règles extrêmement strictes pour le bénéfice de notre population et de notre pays. Vous ne vous êtes pas limité seulement à la crise sanitaire dont sa gestion a été applaudie de partout dans le monde. Mais vous avez aussitôt engagé un processus et des décisions également politiques pour accompagner l'ensemble de la population pour faire face à cette crise sanitaire et ses conséquences. Qu'est-ce que cela veut dire, l'appui aux très petites et moyennes entreprises? Nous entendons par là ces petites sociétés qui comprennent de la vendeuse de beignets, du vendeur, du commerçant, badle comme on appelle, du jeune guide touristique, de l'Akabé ou Mabla, les jeunes, Omar parlait tout à l'heure de Mabla. Nous parlons également de tous ces jeunes de toutes les régions, mais y compris les moins jeunes. Nous souhaitons, et c'est sur les instructions du chef de l'État, toucher 4 500 personnes qui vont bénéficier d'une subvention entre 200 à 300 000 francs djibouti. Nous estimons à ce stade-là qu'elle est très petite, parce que nous n'avons pas une définition, Monsieur le Président, des très petites et petites entreprises en République de Djibouti. Parce que notre modèle fiscal est un modèle fiscal qui a généralement qui est hérité d'un modèle colonial qui était basé principalement sur des secteurs formels, à quelques exceptions près. Depuis ces longues dernières années, beaucoup de petits métiers se sont créés. Notamment, il y a eu un premier effort fait récemment dans la loi des finances de cette année au niveau du ministère du budget, mais il reste beaucoup d'efforts pour que nous puissions classifier de façon qui respecte nos propres exigences. Les particularités djiboutiennes doivent trouver des réponses. Le fait d'avoir le soutien de ce fonds de solidarité, Monsieur le Président, mais plus généralement d'avoir un écosystème qui soit plus favorable pour elles et pour ses semblables, nous permettra de faire de cette petite entreprise individuelle chez soi une entreprise qui puisse aller vers le marché. Je suis très content d'entendre les jeunes couples dire ambitionner, pas pour faire leur business à Djibouti, mais devenir
une entreprise qui puisse agir sur le plan régional. Et donc, les structures, nos politiques publiques, à un moment donné, méritent d'être révisées. Et c'est l'occasion, à travers ce comité de pilotage, de vous proposer, Monsieur le Président, très rapidement. Et prenons la parole à son tour. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dans son discours indiqué que la redynamisation du secteur privé, et plus particulièrement le soutien aux PME et TPE, constitue donc depuis toujours la pierre angulaire de notre politique économique. Écoutons le chef de l'État. Alhamdulillah, as-salatu was-salam ala rasulih al-amin, sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, il m'est particulièrement agréable de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour procéder au lancement de cette initiative ô combien nécessaire et d'autant plus dans le contexte actuel. En effet, nous le savons, la redynamisation du secteur privé, plus particulièrement le soutien aux PME et TPE, constitue depuis toujours la pierre angulaire de notre politique économique afin de créer un véritable tissu économique créateur d'emplois et de richesses. Cela est d'autant plus vrai dans nos économies en développement au sein desquelles le rôle des petites entreprises est prépondérant. Les PME sont véritablement la principale source de création d'emplois et de fourniture de biens et de services dans les économies à faible revenu. Par conséquent, les chocs subis par ces dernières ont des implications sociales majeures pour les populations de nos pays. Cela est d'autant plus visible depuis le début de la pandémie du Covid-19 il y a maintenant un peu plus d'un an, qui a été un choc économique majeur. Nous le savons, afin de mitiger les risques sanitaires liés à la pandémie, nous avons été forcés de prendre des mesures parfois drastiques qui ont largement impacté notre tissu économique. Or, lorsqu'il s'agit des petites entreprises, elles ont beaucoup plus de mal à faire face aux fluctuations brusques du marché et de la demande réduite durant cette crise sanitaire. Le risque de trésorerie est particulièrement violent et frappe de plein fouet les TPME et dans une large mesure leur survie en dépend. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce fonds de soutien aux petites et très petites entreprises qui doit leur permettre, en faisant jouer la solidarité nationale, de faire face et de se maintenir en activité. Je ne cesserai de le dire, il est de la plus haute importance pour une croissance régulière et durable de protéger et de soutenir les petites et moyennes entreprises, non seulement en période de crise, mais à tout moment. En effet, la perte du tissu économique des TPME, des petites activités génératrices de revenus aux start-up, entraîne à long terme un ralentissement palpable de l'économie et le risque de prolongation des effets de la pandémie bien après que le risque sanitaire soit passé. C'est pourquoi il est crucial pour nous de n'épargner aucun effort pour soutenir les TPME, sortir de l'informel et du sous-emploi qui touche un grand nombre de nos concitoyens et qui ralentissent notre essor économique. Mesdames et messieurs, nous avons besoin de nos PME, de leurs compétences et de capacités d'innovation et de création de richesses. J'enjoins donc toutes les parties prenantes à travailler de concert et à apporter chacune, dans leur domaine respectif, des dispositions volontaristes visant à accompagner nos petits commerçants, artisans, travailleurs indépendants et autres agents économiques
du secteur formel et informel. Je vous remercie de votre attention. Poursuivant son discours en langue somali, cette fois le chef de l'État a indiqué, je cite, « Cela fait 1 an que cette pandémie du Covid-19 qui sévit le monde n'a épargné personne et le cas de notre pays n'est pas isolé. C'est grâce au Tout-Puissant. Si nous avons été épargnés, mais notre économie ne l'a pas été. » Donc, s'il y a un gap secret entre la population, si l'économie n'est pas soutenue par toutes les franges de la société, si l'État n'est pas à l'écoute de la population, sachant que c'est le Tout-Puissant qui fixe dont sera faite sa subsistance. Mais il est du devoir de chacun, que cela soit le gouvernement, une association, de veiller les uns sur les autres, de faire relever celui qui trébuche. Tout cela est de notre ressort. Nous veillons à ce que tout le monde ne manque de rien, pour que chacun d'entre vous ne manque de rien. L'esprit de chaque être humain a pour vocation de se demander où et comment puis-je nourrir ma faim. Notre prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « La main qui est au-dessus est la meilleure que la main qui est au-dessous ». Cela signifie « Soit celui qui donne et non celui qui reçoit ». Donc, si une personne est décidée à compter sur elle-même, si elle a ce désir de vouloir entreprendre, alors cette personne arrive à sa finalité et c'est elle qui va créer de l'emploi. Fin de citation. Dans la seconde partie de son discours, le chef de l'État a repris le mot du ministre de l'Économie et des Finances et a rappelé que les gens qui ont été durement frappés par la pandémie, qui vivaient de ces petits emplois, vont aujourd'hui bénéficier de cette petite subvention. Cela, a-t-il dit, est un début. Aujourd'hui, ils sont 400 jusqu'à 5000, a-t-il dit. Nous allons continuer afin que chacun puisse se relever et reprendre son rythme de temps. En effet, nous n'avons pas de ressources naturelles comme le pétrole ou autres richesses. Notre seule richesse, c'est notre capital humain, a-t-il dit. Et il va de soi que ce capital puisse contribuer au développement de notre économie. Si on veut des hôpitaux, de routes, la sécurité et tout cela, cela provient des frais du contribuable. Ainsi, comme vous pouvez le voir, il faut prélever pour créer des architectures qui répondent aux besoins de la population. Nous prions à ce que notre pays puisse répondre aux aspirations et aux besoins de sa population, de sa jeunesse. Puisse le Tout-Puissant bénir notre pays. Vive la République. Après les discours officiels, le président de la République a procédé à la remise des certificats à 12 candidats micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, particulièrement touchés par les conséquences économiques du Covid-19, pour bénéficier d'une somme de 250 000 francs chacun. En effet, ce fonds a été mis en place par le gouvernement pour une injection de trésorerie ciblée et unique pour les soutenir. شابي رفيعا مروقو نور سيدي بدي يبوري يو بنامبا وكا 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 لقوة بالدامي Autre nouvelle, la campagne électorale relative à l'organisation du scrutin présidentiel du 9 avril débutera ce soir à 0h et prendra fin le mercredi 7 avril prochain. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Cher, a fait tout à l'heure une déclaration en ce sens. La voici. La campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 9 avril 2021 va commencer ce vendredi 26 mars 2021. Elle prendra fin le mercredi 7 avril 2021. L'accession démocratique au pouvoir passe par des élections. Nous avons des institutions qui permettent que cet exercice puisse avoir lieu dans le respect des règles et dans les délais impartis par la Constitution, et nous nous en félicitons. Nous avons des hommes politiques respectueux de ces mêmes institutions. Aujourd'hui, 2 candidats se présentent à l'élection présidentielle. Le peuple djiboutien va accorder sa confiance à l'un d'entre eux, qui sera le président élu pour les 5 prochaines années. Nous sommes tenus de tout mettre en œuvre pour renforcer et consolider les acquis démocratiques qui permettent au peuple djiboutien d'exprimer librement sa volonté. Les meetings et les activités de sensibilisation
auprès des électeurs doivent se faire selon les règles de bonne conduite et dans le respect des valeurs républicaines. J'invite les militants à s'abstenir des discours de haine et de division pouvant provoquer des troubles à l'ordre public. En outre, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour inviter mes chers concitoyens et chères concitoyennes à prendre activement part au scrutin, car voter est un droit. C'est aussi le meilleur moyen d'exprimer son opinion et d'accomplir un devoir citoyen. Enfin, le ministère de l'Intérieur, conformément à ses prérogatives et en étroite collaboration avec les autres institutions concernées par le processus électoral, a pris toutes les dispositions nécessaires pour veiller au bon déroulement du scrutin sur l'ensemble du territoire. Notre souhait le plus cher est de garantir une élection transparente dans le respect des droits de tous les candidats avec une application rigoureuse de la législation électorale. Je vous remercie de votre aimable attention. Et je vous amène à Dikil cette fois où le président de la Commission électorale nationale indépendante, Farah Abdoulaye Wali, accompagné des membres de son équipe, s'est rendu ce matin à Dikil, chef-lieu de la sous-préfecture de Mouloud, pour constater de visu l'état d'avancement de retrait des cartes électeurs. Le chef de la CENI et ses collaborateurs ont été reçus en premier lieu par le préfet de la région, Adan Dalal Moussa, en présence des membres de la CENI locale. La délégation s'est entretenue avec le préfet sur les conditions de retrait des cartes électeurs ainsi que les dispositifs mis en place pour les localités les plus éloignées. Le président de la CENI et son équipe ont par ailleurs discuté avec leurs collègues de la commission régionale de leur rôle essentiel qui consiste à veiller à la transparence du scrutin. À l'issue des discussions, le président de la CENI et ses accompagnateurs ont procédé à l'inspection des différents guichets de distribution des cartes électorales et ont vérifié l'enregistrement électronique et le rythme de retrait des cartes électeurs par les habitants du chef-lieu. La délégation conduite par le président de la CENI a également visité le siège de la CENI de Dikil où ils ont reçu des explications du vice-président de la CENI de Dikil, Hamadou Ali Molla. Après le chef-lieu, la délégation conduite par le président de la CENI et ainsi que son équipe s'est dirigée à la sous-préfecture de Mouloud pour également constater de visu les rythmes de retrait des cartes électeurs de la population de cette localité de la région du Dikil. Et Dikil, qui est l'ultime étape de sa tournée, le président et sa délégation ont passé, d'abord ont été accueillis par le préfet de la région, M. Adel Darar. Ensuite, ils ont visité les différents guichets de distribution où ils ont pu voir, assister à l'opération de distribution des cartes. Et dans ce cadre, tout à l'heure, la délégation va se rendre également dans la localité de Mouloud pour assister à la même opération. Et nous avons constaté que dans la région de Dikil, la distribution se déroule dans de bonnes conditions. La région affiche au total 22 900 cartes personnes inscrites sur la liste électorale et environ 10 000 cartes d'électeurs ont été déjà distribuées, ce qui fait environ 45% des cartes d'électeurs qui ont été déjà à ce jour retirées. Eh bien, comment se déroule l'organisation des élections présidentielles, et ce depuis l'indépendance? Le contrôle des listes électorales, découvrez tout cela dans ce magazine de la rédaction. Le fonctionnement d'un système démocratique repose sur la base d'une consultation régulière du collège électoral. La durée des mandats étant fixée par la Constitution, il appartient aux gouvernants de s'y conformer en organisant dans les délais prévus les élections quelles qu'elles soient, communales, législatives ou présidentielles. Ce qui n'est pas toujours le cas. En effet, de nombreux dirigeants, notamment africains, ont tendance à décaler souvent le calendrier électoral pour des raisons multiples, soit en raison d'une conjoncture économique défavorable ou par pure stratégie politique.
S'il est une caractéristique de la démocratie djiboutienne, c'est celle du respect du calendrier des échéances électorales. En effet, depuis l'indépendance du pays jusqu'à aujourd'hui, toutes les dates des échéances électorales ont eu lieu régulièrement à chaque fin de mandat. Après avoir été élu en 1977 pour des raisons d'ordre technique par la première assemblée constituante, le père de la nation et premier président de la République, feu El Hadj Hassan Gouled Abtidon, se soumettra au suffrage universel en juin 1981 et réélu avec plus de 85% des suffrages exprimés. Le mandat présidentiel étant de 6 ans, l'élection présidentielle suivante s'est tenue en avril 1987. Cette élection présidentielle a cette particularité de coïncider avec les législatives. Le scrutin aura lieu le même jour avec 2 urnes dans chaque bureau de vote. Le président Gouled, président sortant, candidat unique, est plébiscité par le suffrage universel à 89,8%. En 1992, soit 15 ans après l'indépendance, la démocratie djiboutienne connaît une avancée notable. L'unité nationale étant consolidée durant cette période, c'est l'heure de l'ouverture politique, avec l'adoption d'une nouvelle constitution projetant Djibouti dans l'ère du multipartisme. Cantonné d'abord à 4 partis pendant une durée de 10 ans, au bout de laquelle le multipartisme intégral entrera naturellement en vigueur. 7 mai 1993, multipartisme oblige, le président Hassan Gouled se retrouve face à 4 candidats. Mohamed Jama El Abe, Aden Roble Awale, Mohamed Moussa Tourtour et Ahmed Ibrahim, ce qui met en lice un total de 5 candidats pour cette élection. 3 issus de formations politiques légalisées et 2 candidats indépendants. Le premier, le président sortant, Hassan Gouled Abtidon, du Rassemblement populaire pour le progrès, Mohamed Jama El Abe, du Parti du Renouveau démocratique, Aden Roble Awale, du Parti national démocratique, et 2 candidats indépendants qui sont Ahmed Ibrahim et Mohamed Moussa dit Tourtour. C'est d'abord la maturité des Djiboutiens qui l'emporte. La première élection présidentielle de la nouvelle ère se déroule dans le calme et la sérénité. Malgré la multiplicité des candidats, il n'y aura pas de second tour. Dès le premier tour, le président Gouled remporte cette élection avec 61% des voix exprimées. Six ans plus tard, avril 1999, nouveau rendez-vous avec le collège électoral pour la présidentielle. Le président Gouled s'étant définitivement retiré de la vie politique, la présidentielle du 9 avril 1999 mettra en lice 2 figures de la vie politique djiboutienne. Il s'agit d'Ismaël Omar Guelleh et de Moussa Ahmed Idriss. L'un soutenu par les partis de l'opposition de l'époque et l'autre par la majorité présidentielle composée du FRUD et du RPP. Cette élection est remportée par Ismaël Omar Guelleh avec 77% des voix contre 23% pour le candidat Moussa Ahmed Idriss. Le premier mandat du président Ismaël Omar Guelleh vient à terme en 2005, d'où l'obligation de se soumettre à la volonté populaire.
En effet, comme sous l'ère Gouled, la régularité de la tenue des scrutins reste de mise, voire sacrée. Le boycott de l'opposition n'y fera rien. L'élection présidentielle se tiendra en avril 2005. Le président sortant, candidat à sa propre succession, est plébiscité par les Djiboutiens et obtient 96,85%. En 2010, la durée du mandat présidentiel par une réforme de la Constitution est réduite à 5 ans, contre 6 précédemment. Cette modification prendra effet dès la présidentielle de 2011. 2011, c'est la date fatidique de fin de mandat. L'élection présidentielle se tiendra le 8 avril 2011, opposant le président sortant Ismaël Omar Guelleh et le candidat Mohamed Warsa Maraghi. Ismaël Omar Guelleh remporte la victoire devant son adversaire par 81%. Le 8 avril 2011, tenue des présidentielles, Ismaël Omar Guelleh, 81% des suffrages exprimés, Mohamed Warsa Maraghi, 22%. Avec la tenue le 8 avril 2016 prochain du scrutin présidentiel, c'est la fin du mandat de la période du quinquennat. Le collège électoral djiboutien est de nouveau appelé aux urnes. C'est le rituel immuable dont la périodicité reste quasi mathématique. C'est là toute la force de la démocratie djiboutienne. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a pris part ce matin à l'inauguration officielle du laboratoire de cathétérisme cardiaque à l'hôpital général Pelletier. Accueilli à son arrivée par le ministre de la Santé, Mohamed Warsa Madiri, et par le directeur de l'hôpital général Pelletier, Zakaria Oulad Ahmed, le Premier ministre a procédé à la traditionnelle coupure de ruban inaugurale sous les applaudissements de l'ensemble de corps médicaux et chirurgicaux présents à la cérémonie. Ce laboratoire financé par des fonds du gouvernement japonais à hauteur de 2 millions de dollars permet de diagnostiquer et de traiter les pathologies cardiaques grâce à un matériel de pointe. Rappelons que les maladies cardiaques et cérébrovasculaires sont l'un des principaux causes de morbidité et de mortalité en République de Djibouti. Ce nouveau laboratoire de cathétérisme cardiaque situé à l'intérieur du nouveau complexe des blocs opératoires dispose de plusieurs salles entièrement digitalisées. Après la visite des lieux et les explications du directeur de l'hôpital et du docteur Fayed, le Premier ministre a procédé à la mise en service du laboratoire de cathétérisme cardiaque et c'est à l'hôpital général Pelletier. C'est un service qui a été installé pour pouvoir déboucher les artères du cœur lorsqu'elles sont bouchées. C'est une des pathologies cardiaques la plus fréquente et qui entraîne le plus de mortalité. Lorsque le patient arrive dans un hôpital et trouve une salle de cathétérisme cardiaque où on arrive à déboucher les artères le plus tôt possible, de façon mécanique et à poser un stent, on limite les dégâts et la destruction des cellules myocardiques. Et donc, on lui permet d'avoir un pronostic vital pour les années à venir excellent. Et il arrive toujours à travailler et ne pas être une charge pour la population, pour sa famille. Et ça, c'est grâce à notre président, le président de la République, qui a encouragé à l'installation de la 3e salle de cathétérisme maintenant dans le pays. Et on remercie aussi, comme l'a dit le ministre, la coopération japonaise qui nous a aidés aussi avec la machine. Et on a pu compléter tous les restes des consommables localement avec notre direction et le ministère de la Santé. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsa Madiri, a indiqué que ce nouveau laboratoire renforcera davantage la qualité de la prise en charge au niveau de l'hôpital Pelletier. Nous l'écoutons. C'est une grande fierté de procéder aujourd'hui à l'inauguration de services de cathétérisme cardiaque, doté également une unité de soins intensifs cardiologiques. D'abord, je voudrais adresser mes sincères remerciements à la coopération japonaise pour l'appui dans l'acquisition d'équipements de dernière génération. Je voulais dire également que c'est un service qui va sauver des vies en offrant une prise en charge immédiate et adéquate à des patients qui sont en danger, comme il a expliqué notre docteur ici.
mais c'est un service également qui nous permettra de faire de l'économie, de certaines évacuations sanitaires, du moment qu'on a la possibilité de traiter les patients ici dans notre pays, et notamment à l'hôpital général Beltier, qui est un hôpital de référence. C'est vrai qu'également, il y a des personnels extrêmement compétents, des Djiboutiens également. Je me permets de dire de féliciter Dr Fahd, qui fait un excellent travail. Ils ont déjà traité 7 personnes et débouché également des artères. Déjà, c'est le premier travail. Et nous souhaitons, surtout le ministère de la Santé, mais le gouvernement également, en premier le président de la République, nous souhaitons vraiment rehausser les plateaux techniques de nos hôpitaux, mais surtout l'hôpital général Beltier, maintenant qui me semble un peu complet. Et il y aura également des formations pour le personnel. Comme le docteur Fahd a déjà demandé, nous allons former des gens spécialistes en anesthésie et soins intensifs cardiologiques, Inch'Allah. Et prenons la parole à son tour. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a souligné l'importance de la mise en service de ce nouveau laboratoire qui va, a-t-il dit, améliorer la prise en charge de nos concitoyens. Le Premier ministre. La Général Peltier est en train d'améliorer les plateaux techniques. Aujourd'hui, nous avons visité la chirurgie cardiaque interventionniste. Et donc, ça montre que petit à petit, l'hôpital monte en puissance. Et ça, c'est une très bonne chose pour les Djiboutiens et pour les patients qui seraient amenés à être diagnostiqués et à être traités ici. Sachez simplement que c'est un médecin djiboutien qui fait tout ce travail. Donc, de l'autre côté, vous voyez qu'on investit aussi dans les ressources humaines. Et tout à l'heure, on disait que les infirmiers qui sont sortis de l'Institut supérieur des sciences vont être affectés dans ces services et dans d'autres services de l'hôpital Peltier, des services de la santé. Et ça démontre aussi, encore une fois, que le chef de l'État a dit que nous avons un capital humain très important sur lequel il faut investir, et c'est ce que nous sommes en train de le faire. Pour le reste, les équipements vont arriver petit à petit. Je sais que ça a un coût prohibitif, mais malgré ça, on ira. Aujourd'hui, donc, on arrive à diagnostiquer, même à traiter un malade qui a des problèmes de vaisseau ou cardiaque, sans qu'on fasse une chirurgie carrément avec un cœur ouvert. Santé toujours, les premiers vaccins russes anti-Covid-19 sont arrivés ce matin en République de Djibouti. Il s'agit de 5000 doses de vaccins Sputnik 5 achetés par le pays pour renforcer donc la campagne en cours et seront répartis dans les différents centres de vaccination du pays. C'est le secrétaire général du ministère de la Santé, Salah Benoît Tourab, qui a présidé cette cérémonie en présence donc du président de la Commission nationale chargée par la production et le déploiement des vaccins, Dr Ahmed Rableh, et de l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Djibouti. Écoutez l'ambassadeur de la Fédération de Russie qui a déclaré que son pays est prêt à renforcer encore sa coopération avec Djibouti dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. La confiance que les partenaires djiboutiens accordent au potentiel médical et technologique de mon pays m'a vraiment touché au cœur. Sputnik V est déjà enregistré dans les plus de 50 pays du monde, y compris en Afrique, Angola, Égypte, Gabon, Ghana, le Maroc, Tunisie, Kenya, République du Congo, l'Afrique du Sud et bien d'autres. C'est le premier vaccin enregistré au monde basé sur la plateforme d'adénovirus humain bien étudié par des savants russes. Écoutons cette fois un extrait des propos tenus par le président de la Commission nationale chargée pour l'introduction et le déploiement du vaccin Covid-19, le Dr Ahmed Rableh. J'ai le plaisir d'être avec vous pour recevoir aujourd'hui le vaccin Sputnik V fabriqué en Russie et auquel nous croyons beaucoup pour qu'on puisse élargir la panoplie de notre
capacité de vacciner la population de Djibouti contre la Covid-19. Comme vous le savez, nous avons, à l'instar des autres pays, nous avons été contaminés par cette pandémie et nous avons fait tout ce qu'il a été en notre pouvoir. Le gouvernement de Djibouti, à la tête duquel le président de la République de Djibouti a disponibilisé tous les moyens nécessaires pour la lutte contre la pandémie. Aujourd'hui, nous sommes en deuxième phase, c'est-à-dire en phase de la prévention, et nous sommes heureux d'accueillir le troisième type de vaccin après AstraZeneca, après les vaccins chinois, et un des meilleurs maintenant vaccins qui est Sputnik 5, Sputnik V, qui a une efficacité de plus de 90%, comme a dit l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Vous l'aurez compris, c'était le secrétaire général donc, du ministère de la Santé qui exprimait donc sa gratitude à la Fédération de Russie pour son soutien et sa coordination avec Djibouti en vue de lutter contre cette pandémie du Covid-19. Dans l'actualité hors de nos frontières, je vous le disais en titre, un an que la flamme attendait. Au Japon, le relais de la flamme olympique a enfin débuté et ce sont les championnes de la Coupe du Monde de la FIFA 2011 qui ont allumé et accompagné la première torche depuis le département de Fukushima. Tout un symbole, 10 ans tout rond après la catastrophe. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Télé Djibouti. Excellent week-end à toutes et à tous.